Donc on peut ouvrir la discussion, on a un peu moins d'une heure. Bon, Daho Djerbal d'abord, puis Madame. J'ai deux questions à poser, une pour Richard Ayoun et une autre pour Kalima Diresh. Pour Richard Ayoun, je crois que dans le tableau historique que vous avez tracé de la communauté israélite en Algérie, il y a un petit, c'est normal avec le temps qui vous a été imparti, le problème des communautés judaïsées dans l'Atlas saharien, Touat el Gourara, dont certaines zaouïas conservent encore des manuscrits hébraïques. Donc, que sont-ils devenus? Comment vous les inscrivez dans la logique des intégrations, francisations ou permanence du caractère autochtone indigène? Deuxièmement, vous avez aussi passé très rapidement sur la remise en question du décret Crémieux en 1940, l'abrogation du décret Crémieux. En passant le Senatus Consul de 1865, on en avait déjà parlé une fois lors d'un colloque, entre 1865 et 1870, la date du décret Crémieux, le Senatus Consult avait ouvert la voie donc à la francisation. On a des chiffres qui ont été publiés à l'époque. Il y a eu moins de demandes de francisation par les Israélites algériens que par les musulmans algériens. Et il y a des chiffres qui sont connus entre 1865 et 1870, il y a à peu près 400, 450, je crois, ou 380 Israélites qui ont demandé à être français. C'est extrêmement important pour savoir que le décret Crémieux a constitué une rupture par rapport à la volonté de rester algérien d'une partie de la communauté israélite. Pour terminer, il y a la question à Madame Diresh. C'est le problème de deux trajectoires assez différentes de Kabyles évangélisés ou christianisés. Par exemple, les Ould Daoudia d'un côté et Ismaïl Mahrouk de l'autre. L'un qui devient délégué élu dans les assemblées françaises et qui est maintenant dont les enfants sont français, et l'autre, Ismaïl Mahrouk, qui est devenu ministre d'un gouvernement algérien. Donc, que vous précisiez ces trajectoires. Merci. Bien. On continue les questions. Je ferai. On répond. Je pense qu'on prend les questions. Je ferai une simple petite remarque au sujet du décret Crémieux. Dans sa grande générosité, le décret Crémieux a posé une condition, à prouver que l'on était bien issu d'une famille juive qui vivait en Algérie avant 1830, ce qui a exclu de manière définitive les Juifs venus du Maroc. Madame. D'abord, c'est une remarque à l'adresse de Karim Adiresh, avec toutes mes excuses puisque je suis arrivée en retard. C'était simplement, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas historique mais qui est plutôt anthropologique. L'hypothèse 1, là, les considérations matérielles et le fait que les convertis soient veufs, orphelins, etc. Alors, ce que ça évoque pour moi, c'est que dans tout le bassin méditerranéen, on trouve ça dès l'Antiquité grecque, par exemple, qui dit orphelin dit bouc émissaire, en fait. C'est-à-dire, la figure de l'orphelin, c'est la figure de celui qu'on peut, sans problème tuer socialement ou autre, y compris en le tirant au sort. Donc c'est une problématique qu'on trouve tout le temps sur une faiblesse, disons, une faiblesse existentielle qui donne lieu à disons, un danger social pour l'individu qui est extrêmement grand. Donc c'était juste un petit arrière-plan, c'est pas vraiment une question, mais c'est un arrière-plan à ces observations qui ont été faites. Oui, Monsieur Nouchi. Excusez-moi, il faut parler dans le micro parce que c'est enregistré, et sinon on n'entend pas sur les bandes son. Une question à Richard et une question à Madame Diresh. La première question à Richard à propos des Juifs. Tu as dit tout à l'heure à propos des Juifs qu'il y avait un groupe de notables. Il y avait aussi,
je parle des années 1830-1860. Il y avait, j'en parle, si tu veux, en tant que témoin et descendant de ces juifs venus de Livourne au XVIIIe siècle et dont certains ont constitué une sub-middle class, une sous-classe moyenne de petits commerçants, des gens qui travaillaient et qui avaient envie de vivre autrement qu'à la juive traditionnelle. Ça, c'est la première remarque. La seconde, je voudrais rappeler, par exemple, mon grand-père. Mon grand-père il est né au milieu du siècle, du 19e siècle. Et il s'est marié. Il s'est marié avec une fille qui était à peu près presque en même temps que un peu plus jeune que lui. Et il s'est marié à la française. Il s'est marié à la française. Et je ne les ai jamais vus, ni elle ni lui, porter le vêtement des juifs algériens traditionnels. Jamais. Ils étaient toujours vêtus à la française. Et le grand-père il s'est marié à la mairie française également, avec la grand-mère en 1870 ou peut-être avant. Et il est devenu facteur des postes. Et ils ont toujours vécu à la française, ils ont élevé leurs enfants à la française également, et ils ont constitué alors là une classe de bourgeoisie libérale, je ne sais pas comment appeler. C'était des notaires, c'était des médecins, c'était des médecins, notaires. Les filles ont reçu, parce que c'est là la véritable révolution, par les filles, par les femmes. Les filles ont reçu une éducation française. J'ai retrouvé par exemple dans les carnets de mon père des leçons de piano qu'il payait à ses sœurs pour leur apprendre à jouer du piano. Et j'étais témoin quand j'étais plus gosse de la façon dont ces femmes, ces tantes, ont joué, et très joliment, avec beaucoup d'aisance, de tout d'ailleurs, hein, aussi bien de l'opérette que de la musique à la mode, etc. Et ce qui est tout à fait remarquable également, c'est que ce grand-père qui était très pieux, très dévot, ce grand-père a vécu à la française, et ironie extraordinaire, alors que ses enfants avaient fait la guerre. Il y en a même un qui est mort en 1918 ou en 1919. Cet homme, en 1940, a perdu la citoyenneté française. Moi-même, je l'ai perdu. J'ai été déclaré en 1941, en décembre 1941, par un magistrat français, juif algérien, sujet français. Et c'est quand même pas mal. Et quand j'ai dit au juge, mais vous savez, moi je ne connais pas le judaïsme. Je ne connais que Ronsard, Baudelaire, Rimbaud, Voltaire, Montesquieu, Montaigne. Il m'a dit, monsieur, je n'ai rien à en faire. Alors, pour vous, madame, je crois que la première fois, et que je te dise aussi, les enfants juifs sont allés dans les écoles, ont été les premiers à fréquenter les écoles créées par l'administration française dans les années 1840-1850. Et je voudrais rappeler que lors du premier voyage de Napoléon III en Algérie avec sa femme, l'impératrice Eugénie, les petites filles juives ont joué devant le couple impérial la tragédie d'Esther de Racine en français. Et pour vous, madame, alors, la première fois où les enfants orphelins ont été catéchisés, ça a été à la suite de la famine de 1866-1870. C'est à ce moment-là qu'ont été créées les petites sœurs blanches, les pères blancs également. Et c'est en particulier, vous avez toute une série de villages dans la vallée du Schliff qui ont été peuplés justement d'enfants orphelins, catéchisés et devenus français. Et
je renvoie pour tout ça à tout ce qu'on dit, Fatma Amrouche et aussi Jean Mouhoub. Jean Mouhoub Amrouche. Merci. Bien, je donne... pardon, parce que Richard a peur d'oublier. Les questions. Les questions. Il me demande de... Ah, ensuite, on reprend. Non, bah ça, Alzheimer et... Oh, quand même. Ah bon. Ah d'accord. Ah, vas-y. C'est Alzheimer. C'est ça, donc Alzheimer, c'est ça. Bien. Donc, en ce qui concerne les convertis évoqués par notre collègue, alors, certains de ces convertis qui sont venus en France, certains reviennent au judaïsme et on les retrouve dans les demandes de conversion au sein du consistoire. En ce qui concerne le décret Crémieux, en Senatus Consul de 1865, le Senatus Consul de 1865, en fait, ça touche exactement 252 juifs qui sont devenus français. Alors pourquoi il y a moins de juifs qui deviennent français que des musulmans? C'est une question de démographie. C'est-à-dire qu'il y a moins de juifs que de musulmans. Mais il y a eu, je crois, environ près de 1000 musulmans qui sont devenus citoyens français. Mais attention, le but de la France, c'était que deviennent français les notables, les grands personnages. Hein, parce que c'était très difficile de devenir citoyen français. Hein. Voilà. Alors pour le décret Crémieux, alors, il faut faire attention aux lectures antisémites. Même pour toi. Parce que, si tu veux, en fait, les musulmans ont fait des déclarations, mais ça j'ai trouvé ça dans les archives plus ou moins secrètes, où ils disent « le décret Crémieux, ce n'est pas notre problème, c'est le problème des Juifs ». C'est-à-dire que la rupture, les gens qui vivaient, qui avaient l'habitude de vivre entre eux, il n'y a pas eu de problème. Ils continuent à vivre. Certains n'acceptaient pas que certains juifs d'Algérie prennent fait et cause, mais notamment entre 54 et 62, prennent fait et cause pour l'Algérie française. Alors là, il y a vraiment une déception, mais pas vraiment au moment du décret Crémieux. Voilà. Alors, autre question. Je crois que j'ai répondu à tout. Bien, alors pour M. Nouchi, alors pour les Livournais. Alors pour les Livournais, alors j'ai trouvé dans les archives à Livourne, en fait, certains juifs qui se disent Livournais, en fait, sont d'anciens juifs nord-africains. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, les gens qui s'appelaient Tayeb, ça veut dire bien, eh bien, ils viennent à Alger, ils vont s'appeler Bueno. Pour ne plus pour être péré en étant indigène. Mais en Bueno, ça donne une aristocratie de s'appeler Bueno. Et ça, c'est pour ça que, en fait, d'anciens Livournais sont en fait des juifs nord-africains. Et même les Bouchna ou... Alors, ce qu'il faut dire aussi pour les Livournais, c'est après, en ce qui concerne l'Algérie, c'est différent de la Tunisie. En ce qui concerne l'Algérie, après 3 générations, ils se sont mélangés. Je veux dire, il n'y a que quelques familles à Alger où on arrive encore à savoir qui se disent, hein, je dis bien, qui se disent d'origine livournaise. Pourquoi Livournais? Parce qu'on était de statut toscan, c'est-à-dire on n'avait rien à voir avec le dé d'Alger. Quand on était de statut toscan, on dépendait de l'autorité, des autorités européennes, quoi, plus ou moins. On était protégés, c'est ça, on était protégés. Alors, en ce qui concerne tous les autres témoignages, ben moi j'apprends toujours de toi. Et j'espère apprendre le plus longtemps possible. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Il y a une circulaire du gouverneur général Chanzy qui interdisait, qui n'a jamais été diffusée, j'ai trouvé dans les archives de Constantine, une circulaire du gouverneur général Chanzy qui interdisait que les juifs puissent concourir pour acheter, pour avoir les terres des domaines de l'État comme colons, comme propriétaires fonciers. Jamais. On leur a interdit. Bien. Parce que sinon, on ne va pas s'arrêter. Même moi, j'ai envie de parler. Je préfère quand même laisser la parole à la dame
Oui, pour répondre à la question d'Ahou Djerbel, bien sûr, il y a on connaît des familles connues, les Soldaoudia, mais c'est les Soldiaoui, les Oumejkan, les Hazem, les Santar, etc. Et ce qui est intéressant, aussi bien pour la famille Mahrouk que la famille Oldaoudia, c'est qu'ils ont bénéficié de ce dispositif missionnaire ultra performant, notamment en ce qui concerne l'enseignement, pour bénéficier d'une promotion sociale et professionnelle absolument spectaculaire. C'est-à-dire ces gens qui ont été les marginaux, la marge de la marge, recueillis, nourris, soignés, ont très très vite donc bénéficié d'un enseignement de la part des missionnaires, ont passé des examens, enfin bon, ont été alphabétisés, scolarisés, parfois à un niveau assez intéressant, et donc ont été aussi déconnectés, je dirais, par rapport à la société, le contexte local dans lequel ils étaient. Donc ça, c'est une chose. Il est vrai aussi que Mahrouk est très connu parce qu'il a été ministre des Finances au Boumedienne. Enfin, c'est un personnage... comment je dirais, son christianisme était connu, sa religion. Je ne sais pas s'il a été naturalisé, si sa famille auparavant avait été naturalisée. Ce serait intéressant de savoir comment le gouvernement boumedienne aurait pu gérer un paradoxe extraordinaire d'un ministre d'État chrétien et en même temps franco-algérien. Je ne sais pas, je ne connais pas, parce que la seule chose qui manque justement dans les archives, c'est qu'on n'a pas systématiquement la mention naturalisée à côté des archives. Ça, on peut l'obtenir autrement, de toute façon. Donc, ce qui est intéressant aussi bien de la part de Soldaoudia que de la famille Mahrouk que d'autres, c'est que quand on fait des récits de vie, tout le monde dit « mais nous, on n'avait pas envie de partir ». Moi, j'ai des tas d'entretiens comme ça qui disent on est resté jusqu'en 68, jusqu'en 70. Puis après, on est parti parce que notre place n'était pas là. Notre place n'était pas là, on ne se reconnaissait pas dans ce pays, on ne se reconnaissait pas dans cette identité nationale qu'on nous imposait, etc. Voilà. Et c'est aussi intéressant de dire, mais surtout, quand on est arrivé en France, la première chose qu'on disait, on n'est surtout pas des pieds noirs. Parce que forcément, oui, ils arrivent très souvent avec des positions professionnelles extrêmement importantes. C'est des gens qui ont été quand même des hauts cadres de l'armée, de l'administration, qui ont été des enseignants de haut niveau, etc. Et qui arrivent en France justement dans une situation post-coloniale et post-indépendante pour l'Algérie. Et ce qu'ils renvoient, j'imagine, à la société française, ça devait être assez atypique. Parce que ces gens, ils sont pas pieds noirs, alors ils sont encore moins harkis, ça c'est clair, mais ils vont à l'église, ils ont des diplômes que beaucoup de Français n'ont pas, ils ont des compétences professionnelles, etc. Ça aussi. Mais le cas de Mahrouk est intéressant, parce que moi j'ai connu sa fille avec laquelle j'étais à l'école. Et c'est vrai qu'il y a eu Moi, elle m'a jamais parlé effectivement de la... Bon, en plus, elle, c'était plus compliqué, parce que la maman était française, donc... peut-être plus compliqué et plus simple aussi, je ne sais pas. En ce qui concerne l'orphelin, la figure de l'orphelin, ce qui est intéressant, c'est que quand les missionnaires arrivent, ils arrivent en 1873, donc 2 ans après la répression violente, ils arrivent dans une Kabylie où le tissu social est absolument fracassé. Il y a une déstructuration de la société. Et ce qui veut dire que tous les relais classiques, c'est-à-dire quand un enfant est orphelin, il est pris en charge par l'oncle, par le cousin, etc., ces relais ne fonctionnent plus, ne sont plus opérants. Et alors évidemment, comment je dirais, en fait, ils s'infiltrent, si je dois donner une image de la façon dont les missionnaires ont fonctionné, c'est qu'ils se sont infiltrés dans les fissures du groupe social, et des fissures qui pour certains deviennent de véritables fractures, voilà, sans vouloir faire c'est vraiment ça, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est évidemment, ça a été vraiment confirmé par les éléments que j'ai eus dans les récits de vie et dans les entretiens. C'est pas tant l'orphelin image bouc émissaire que l'orphelin lâché par les siens, voilà. L'enfant perdu, oui. Ce qui est rarissime dans dans une société, dans une société où en général le lien social est quand même très très fort. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ça en modalité. Quant aux remarques de M. Nouchi, la seule chose qui est différente entre
Les conversions des petits orphelins suite aux calamités naturelles de la fin des années 1860 et ce qui s'est passé en Kabylie, c'est qu'il n'y a pas eu de discours, complètement mythique et mythifié sur le christianisme donc ancien. Voilà, on n'a pas eu ça. Et la Vigerie, quand il est arrivé en 1860. D'ailleurs, il arrive en pleine catastrophe naturelle, hein, quand il a été nommé archevêque d'Alger. Donc, très très vite, il crée sa propre congrégation, ce qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il crée donc la congrégation des missionnaires d'Afrique, donc volet hommes et volet femmes, à un an d'intervalle. Mais il a une vision extrêmement pragmatique, en fait, des choses. Alors que en Kabylie, je dirais, il a une vision plus ambitieuse, avec un discours beaucoup plus élaboré, beaucoup plus sophistiqué. Et de toute façon, les 2 villages qu'il y a eu dans la vallée du Chélif, non, il voulait faire, lui, son projet, c'était mettre en place un christianisme indigène, qui serait finalement l'exemple parfait, aussi bien pour les musulmans que pour les colons chrétiens qu'ils taxent d'impies, d'athées, de tout ce qu'on veut. Et bien évidemment, la grève n'a pas pris. Mais si on fait le compte, ne serait-ce que... comment je dirais, si on fait la facture de ce qu'a coûté les villages de Saint-Cyprien et Sainte-Monique, c'est absolument délirant. C'est absolument délirant. Parce qu'il a acheté des terres, en plus il a été à l'origine d'une spéculation immobilière, il a fait augmenter les prix de façon délirante, mais en plus, c'est qu'il a donné les terres gratuitement à des couples, il leur a donné donc du matériel, des maisons, enfin, le projet est un projet, je dirais, pharaonique à l'échelle de l'individu. Voilà. Et la grève n'a absolument pas pris, du tout. Oui. Oui, c'est une toute petite question qui s'adresse aussi bien à M. Aoun qu'à Mme Tiresh Slimani, parce que vous avez évoqué à un moment le fait qu'il y avait un double rapport entre le christianisme et la colonisation, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y avait pas une double influence Je suis surpris de voir, c'est pour ça que je vous adresse cette question, la loi de 1905 de séparation de l'exil de l'État ne s'appliquait pas en Algérie. En 1907. La loi de séparation de l'Église de l'État, c'est 1907 en Algérie. Oui, mais elle... Non, 1907. Elle n'est pas appliquée, mais c'est 1907. Mais elle n'est pas appliquée. Alors, ma question, c'est est-ce que... Le texte de la loi de 1905, tel que tu le vois, il est bien dit dans le dernier article, cette loi ne s'applique pas à l'Algérie. Mais elle est appliquée en 1907. Non, moi non plus. Moi non plus. Il y a un décret. Pardon. Les imams, j'en avais fait l'étude à Alger il y a 25 ans, les mouftis, les imams, etc., sont tous fonctionnaires d'État. Même. Et ils sont nommés, après un filtrage très soigneux de leur idéologie, de leurs appartenances. On laisse terminer quand même. Exactement comme les Khalid, comme les Arabes, les Bachara, etc. Ils font partie de l'administration. Ce sont les instruments du pouvoir. Et ils sont rémunérés. Alors et d'ailleurs dans le texte qui a créé... s'il te plaît, on laisse quand même... Il y a une question, je pense. De toute façon, la question... Pardon. Hein. La question va de soi, c'est est-ce que le fait que la loi de séparation n'est pas appliquée, est-ce que ça a une incidence sur vos travaux, sur la manière dont vous pouvez analyser les comportements religieux et les statuts et les stratégies, comme vous avez cité, que ce soit pour les juifs ou pour les chrétiens kabyles. Alors, puisque j'ai été interrompu, je vais en poser une autre, chère madame. C'est est-ce que vous ne pensez pas que le choix de la naturalisation et de l'acquisition de la nationalité française n'est pas peut-être plus grave dans la société algérienne que de changer de religion? Parce que cette quasi-interdiction ou ce
ce fait de rendre l'acquisition de la nationalité française tabou, y compris après l'indépendance, rappelez-vous. Actuellement, que c'était un tabou qui a été maintenant assez transgressé, mais que pendant un certain temps, ça a été un interdit très fort. Le monsieur au fond. Deux questions, une à M. Ayuni et la deuxième à Mme Dirèche. C'est à propos, on a entendu avec tous les éclaircissements de M. Nouchi à propos de la francisation des Juifs d'Algérie. J'aimerais bien poser une question par rapport à la communauté juive, sachant que ce n'était pas forcément le fait qu'ils s'habillaient en style européen à l'époque qu'ils s'étaient assimilés, alors qu'il y en a une grande partie de la population juive d'Algérie. Peut-être ceux qui étaient à Alger ou à Oran ou à Constantine, ils ont préféré le costume européen pour pouvoir bénéficier de l'enseignement et de certains avantages, alors que dans les petites villes telles que vous avez citées, La Gouate, une grande communauté, à Tlemcen, à Aflou, où les Juifs de ces villes ont préféré rester avec le style traditionnel algérien, et surtout, même ils ont refusé la francisation par rapport à d'autres Algériens musulmans, parce que pour deux biais, parce que certainement parmi eux, il y en avait qui aimaient donc le pays, l'Algérie, et il y en a même qui plus tard, ils se sont même des Juifs convertis en islam et qui ont aidé beaucoup j'allais dire, dans l'enseignement, dans le commerce. Par exemple, la majorité des Arabes algériens d'origine, ils n'étaient pas dans le commerce, c'était des agriculteurs, des éleveurs, et qu'ils ont connu, qui sont venus vers le commerce grâce à l'aide et l'apprentissage par l'aide des Juifs d'Algérie. Et surtout, il y en a beaucoup de familles qui non seulement ils sont convertis en islam, sont devenus des Juifs musulmans d'Algérie, et qui ont participé surtout dans toute l'histoire de l'Algérie, et même après l'indépendance, et qui sont encore en Algérie, pour ne pas citer des familles. Et donc, j'aimerais bien avoir des notions, si vous avez une notion sur le chiffre, ou au moins peut-être me corriger, me dire non, c'est faux, ce que vous dites. Et la deuxième question à propos de Mme Dirèche, c'est j'aurais bien aimé, avant de rentrer dans toute votre exposé, une petite définition sur le mot kabyle et le mot berbère, pour qu'on puisse connaître le contexte réel, et l'appellation, pardon, le nom kabyle, le mot kabyle et le mot berbère, pour dire pourquoi il y a cette distinction, et surtout pour dire, ma question c'est que pourquoi les missionnaires ont choisi la Kabylie et pas une autre région telle que l'Ouest ou l'Est. Et je termine ma question. Est-ce que le fait, on a compris qu'il y en avait beaucoup qui sont convertis par le besoin, la famine ou la pauvreté ou l'orphelinat, et est-ce que cela a été d'un effet positif ou négatif par rapport à parce qu'on veut parler carrément, moi ce que j'ai compris de ces exposés, c'est quel est l'apport de l'émancipation, de la civilisation, de la colonisation par rapport à la population algérienne. Merci. Non, il y a Jean-Pierre Hudeau devant. Deux personnes encore. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai lu une étude de Jacques Olliel qui parle des Juifs de la région de Béchar et qui dit justement qu'après le décret Crémieux en 1870, il y a eu les Juifs marocains proches donc, de la frontière, en quelque sorte une frontière qui est d'ailleurs à l'époque pas tout à fait bien définie, et qui vont donc directement vers Béchar, justement en espérant profiter en quelque sorte de ce décret pour devenir français. Et pour eux, c'était incontestablement une manière de vivre plus libre. Voilà. Il y avait ce côté de liberté aussi, parce qu'en entrant dans une république laïque, où les religions désormais n'étaient pas dans une relation de dominé-dominant, ils pouvaient... alors, je viens d'apprendre tout à l'heure par... Fouad, que le décret Crémieux prévoyait que c'était des gens qui étaient français, qui étaient en Algérie. Voilà, alors là, je ne sais pas. Enfin, d'accord. Ce que je voulais dire, c'est, est-ce que c'est une question peut-être aux deux intervenants, comment vous expliquez que la religion juive, en quelque sorte, est mieux résistée, si on peut dire, que la religion chrétienne à l'arrivée des Arabes et de l'islam en Algérie. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai appris à plusieurs reprises par des anthropologues algériens
qu'il y avait, notamment dans le sud, des communautés juives qui vivraient encore et qui pratiqueraient un islam public et un judaïsme privé. Et dernièrement, il y a 2 ans à peu près, à Timimoun, un vieil homme a dit à ma femme, voilà, j'ai vécu toute ma vie musulman, mais c'est là que je serai enterré. Et il y a plusieurs, ils ont décidé qu'il y aurait dans le cimetière un endroit juif, en quelque sorte, où ils voudraient mourir juif. Alors j'ai un ami aussi qui m'a raconté qu'après la fin du parti unique, je veux dire, donc après 89, les gens ont commencé un peu à parler et à laisser entrevoir qu'ils n'étaient pas musulmans. Moi-même, j'étais arrêté par un jeune qui me disait voilà, moi je suis chrétien, etc., parce qu'il avait vu mon nom et pensait donc que j'étais chrétien. Et beaucoup de gens comme ça sont allés dans les églises à ce moment, qui étaient apparemment musulmans, en tout cas qui avaient des noms, disons, algériens à consonance arabo-arabe, quoi. Et alors un ami me racontait que dans la région de Tiaret, par son action politique, il avait approché des milieux paysans, et un paysan, quand il a eu vraiment confiance en lui, l'a fait entrer dans sa maison et lui a montré une effigie de Jésus. Et en lui disant qu'il était en fait chrétien, bien qu'il allait, disons, faire sa prière à la mosquée, etc. Alors donc ça se rattache à la question que j'ai posée tout à l'heure. J'étais surpris quand même, M. Ayoun, que dans votre exposé, vous ne fassiez pas allusion, notamment dans la période de la guerre, qui était quand même, finalement importante, cette période-là, puisque après 62, la communauté juive quitte l'Algérie aussi, de 3 événements. Alors, il y a 1934, bon, c'est avant 1954, bien sûr. Il y a, pendant la guerre, 1956. Tout ça se passe à Constantine. Donc, 1934, j'en ai parlé. Hein. Comment ? Très rapidement, j'ai parlé de 1934. À 1934 ? Oui. Oui, parce qu'après, il y a eu la création de l'association monothéiste. Non, 1934, il y a ce qu'on appelle, il y a une tuerie... Oui, mais c'est ça, c'est à la suite de cela qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle le programme de Constantine 1934. Et après, en 1956, alors il y a eu aussi une tuerie à Constantine, mais apparemment, dans l'initiative, serait plutôt juive. Alors j'ai eu un témoignage de M. Attal, qui est lui-même, dont le père a été tué en 1934 à Constantine, et qui m'a dit qu'il avait été un témoin de cela. Il était devant quand ça s'est passé. Et il y a évidemment Raymond, qui est assassiné en 1961 et qui donne un peu, c'est un peu le signal du départ, en quelque sorte, pour beaucoup de Juifs en Algérie. Voilà. On a parlé là de Raymond. Le monsieur derrière. On va parler de Raymond. Oui, moi je voudrais m'adresser à M. Ayoun, mais en lui disant quand même que je parle de mémoire et que la mémoire n'est pas l'histoire, comme le disent tous les spécialistes actuellement, fort justement. Je n'ai pas eu l'impression, ayant vécu tous les événements graves d'Algérie, étant né en Algérie, ma famille elle-même étant née en Algérie, d'origine espagnole, je n'ai pas eu tellement l'impression que les Juifs avaient été attirés par l'OAS. Que l'on dise... Oui, quelques-uns, oui. Non, mais quand on dit quelques-uns, j'ai eu l'impression dans votre intervention que ils étaient nombreux. Or, moi, des camarades que j'ai eus, et qui habitaient évidemment dans des quartiers plutôt populaires, eh bien, c'était des gens qui étaient plutôt des militants syndicalistes, des gars qui avaient des sensibilités proches de la SFIO, proches du Parti communiste algérien. Il y avait même des familles entières. Je pense à Sportis, la fameuse Alice Sportis, et puis William, qui est encore vivant, que je vois de temps à autre. Bon, il y avait donc un milieu juif qu'on appellerait progressiste, entre guillemets, et ce milieu n'était pas un milieu qui formait une homogénéité avec la communauté dans son ensemble, disons. Hein. En général, c'était des gens qui étaient athées, qui étaient proches des théories marxistes ou progressistes. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il y en ait eu beaucoup du côté de l'OAS. Il y a eu un gros groupe à Oran. Il y a eu en fait 2 groupes. Il y en a eu un à Oran et un à Alger. Alger, c'est tout. Mais c'est tout. Mais
C'est des petits. La majorité, c'est des petits groupes juifs à Oran et à Alger, c'est tout. Dans le reste, c'est tout. C'est des réactions précises. Parce que l'OS était essentiellement pétainiste. Hein, c'est-à-dire oui, mais c'est ça les contradictions. C'est compliqué. Mais enfin, il y avait quand même une influence pétainiste qui était Il a existé, mais c'est une infime minorité, bien entendu, il est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ça a existé à Oran et Alger, des petits groupes qui ont même fait des attentats, il faut le dire. On a les archives, hein. On a travaillé les archives là-dessus. Il y a un monsieur tout à fait haut. Ah oui, mais il y a quelqu'un derrière, Gilles. Je l'ai vu. Mais comme je vois mieux la salle, donc j'ai bien vu le monsieur au fond. Une question rapide. C'est au sujet de l'évangélisation. Vous avez parlé dans la première partie de la conversion, c'est-à-dire d'une évangélisation prosélyte. Mais dans la deuxième partie, à partir du 19e, à la fin du 19e, surtout au début du 20e, l'évangélisation prend une autre forme. Charles de Foucault en est un peu le témoin, c'est plutôt le frère universel. La conversion ne se fait plus. On ne doit plus se faire, du moins dans les instructions de l'Église. Et puis, par la suite, elle prend l'allure de l'émancipation de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des collèges techniques, par exemple en Kabylie, des ouvroirs pour les jeunes filles, et il n'y a pas de conversion, on ne doit plus convertir, parce que c'est un petit peu en contradiction avec le respect des droits de l'homme aussi, que Vatican II reprendra plus tard. Et donc, je crois qu'il faut un peu le signaler, ça. Il y a une dame devant, et puis on arrête, je crois. Oui, parce qu'on va oublier. Alice Zamer va encore frapper. Oui. Allez-y, madame. J'en suis, moi. Question à monsieur Ayoun. Je n'ai peut-être pas été très attentive à votre propos, mais je n'ai pas cru percevoir de résistance au décret Crémieux de la part de juifs, de membres de la communauté juive d'Algérie. Il me semble qu'il y a eu des résistances. Le décret Crémieux ne s'est pas appliqué avec l'adhésion unanime de toute la communauté. Et cette résistance, à votre avis, n'était-elle pas alimentée aussi, c'est peut-être, je défonce une porte ouverte, hein, par non, elle n'est pas ouverte. Par la crainte et l'appréhension de perdre aussi leur spécificité, leur judaïté. Donc, devenir français, c'est aussi un peu se perdre soi-même. Parce que là, enfin, je vous dis ça parce que j'ai eu un entretien avec Benjamin Stora qui me faisait remarquer aussi cet aspect de ce fait historique. Bien, alors je vais... Je te pose quand même une question. Attends, moi je réponds à la dame. Dans sa suite. Oui, c'est que la question justement que je voudrais poser à Richard, c'est qu'il nous a fait effectivement une présentation, mais un peu trop lisse. Et le conflit entre les vieux turbans et les jeunes juifs qui va se dérouler à Oran, c'est-à-dire que ce qui était la plus grosse communauté juive de l'Ouest, contrairement à ce qu'on pense, va aboutir. Non, on ne pense pas d'autrement. On pense à Tlemcen, alors qu'en fait, il y en avait plus à Oran. Ben oui, mais ça va se transformer en la défaite des vieux turbans au profit du parti, disons, progressiste, si vous voulez dire, dans le sens de... Voilà. Non, mais là, c'est par rapport à son texte. Un peu, oui, mais c'est le résultat du conflit entre les vieux turbans, ceux qui étaient les tenants de la... ça a été violent comme affrontement à la fin du 19e siècle. Kanui, ça va être le marchand de bois, mais à l'intérieur, qui va être dénoncé par les néos. Les néo-naturalistes. Précise exactement ce que tu veux dire. C'est que ce que j'aurais souhaité, c'est que tu fasses au moins allusion à ce conflit à l'intérieur même de la communauté juive, même dans une ville comme Oran. C'est-à-dire que le passage du rabbin Charleville, c'est une grosse affaire aussi. Oui, mais alors... Alors vas-y. Maintenant, je te laisse la parole par rapport... Bien, alors, ce conflit a existé, mais en fait, ce conflit est un peu le conflit ashkénaze-séfarade nord-africain. C'est-à-dire que tous les grands rabbins d'Algérie étaient des ashkénazes, essentiellement des Alsaciens, des Lorrains. Et ces gens qui venaient d'Alsace et de Lorraine
prenaient les Youpins Bougnoul pour des Bougnouls. Et donc, ils voulaient les franciser, et ça ne marchait toujours pas. Et donc, il y avait des luttes au sein de la communauté pour dire « moi, je n'ai rien à voir », mais c'est une infime minorité. La grande majorité, les notables, ont été, et après la population juive d'Algérie, est allée vers la francisation, parce qu'on leur a montré exactement l'intérêt qu'ils avaient. D'ailleurs, il y a eu, pour le Senatus Consulte de 1865, il y a eu plus de 10 000 signatures des principaux chefs de famille pour ce Senatus Consulte de 1865. Donc, ça montre une certaine réalité. Et les luttes qu'il y avait, c'est essentiellement entre ces rabbins ashkénazes européens qui ne comprenaient pas les mœurs orientales et qui disaient nous sommes avec des Arabes, il faut en faire des bons Français, des Français occidentaux. C'est ça, il y a un problème d'occidentalisation, orientalisme. Vous voyez, c'est ça exactement les problèmes. Alors, pour le décret Crémieux. Alors, pour le décret Crémieux, la réalité, et ça c'est dans le constantinois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juifs du constantinois ont dit nous allons perdre notre identité. C'est la raison pour laquelle Eliaou Gedge, qui était un grand imprimeur à Constantine, ils ont décrété une journée de jeûne. Et certaines de ces familles constantinoises ont été à Tunis et ils ont créé la communauté juive d'origine d'Algérie à Tunis et qui existe toujours dans Boujna. Je ne sais pas si vous connaissez cet humoriste. Une partie de sa famille est d'origine juive constantinoise. Il fait partie de ces juifs d'Algérie, c'est-à-dire qui se sont établis en 1870 puis qui n'étaient pas d'accord avec le décret Crémieux. Voilà. Alors, autre question. Ah. On a l'habitude, n'ayez crainte. Dans tous les colloques, ça se passe comme ça. Avec monsieur aussi, c'est le thé à l'amande, quoi. Il y avait des juifs qui vivaient en tribu dans le Constantinois, dans oui. Et ceux-là ont essayé de se maintenir à la fois sur le plan foncier, sur le plan religieux, sur tous les plans. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, je n'en sais rien. Mais peut-être que tu as des informations là-dessus. Voilà, alors, ça va rejoindre en fait la question de monsieur. Alors en fait, là, c'est le problème de l'amour. L'amour, avec un grand A. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont épouser des musulmanes ou des musulmanes vont épouser des juifs par amour. C'est-à-dire qu'en fait, par amour, on oublie un peu sa religion. Et moi, j'ai vu le résultat, puisque j'ai des amis qui vivent en Algérie, qui sont d'origine juive, qui sont 2, 3, 4 générations. Alors certains ont des difficultés économiques en Algérie. Et ils viennent avec leurs papiers montrant qu'ils s'appelaient Médioni ou toutes sortes de noms juifs pour essayer d'obtenir la nationalité française. Voilà. Alors à l'époque française, il y a très peu de conversions pour la foi à l'islam. Ce sont surtout des conversions, je dirais, par amour, quoi. Et certains vont revenir. Voilà. Et attention, c'est qu'il y a aussi des grandes familles musulmanes actuellement. Bien entendu, ils ne le disent pas, mais nous avons les documents, savent qu'ils ont leur grand-père qui est juif ou leur grand-mère qui est juive. Si vous voulez, ça se sait, mais ça ne se répand pas parce que c'est mal vu. C'est pas bien d'avoir un grand-père ou une grand-mère juive, si vous voulez, dans certains milieux. Voilà. Alors, pour 1905, alors là, je m'excuse, mais concernant... 1905, je suis d'accord, la loi n'a pas été appliquée, mais en 1907, moi j'ai trouvé qu'en fait, il y a bien une séparation de l'Église et de l'État, puisque vous avez l'exemple, les consistoires, par exemple, deviennent des associations de loi 1901. C'est ça, ils deviennent des associations, mais c'est cette séparation de l'Église et de l'État qui serait appliquée en Algérie en 1907. Et il faut lire les journaux, si vous voulez. Voilà, moi c'est ce que... Et d'ailleurs, je fais un bouquin là-dessus qui s'appelle « Les Juifs d'Algérie de 1830 à 1907 », c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, alors bien entendu, il faut vérifier. Est-ce que j'ai répondu à tout? C'est peut-être fait pour les Juifs. Ah, pour les Juifs, hein, moi je parle des Juifs. Ah. Pardon. Il y a un article Pardon. dans 20e siècle de l'an dernier, de Wassila Sadia, qui explique très bien comment après les débats difficiles
Voilà, en 1907. Elle n'a jamais été appliquée pour des raisons politiques qu'elle expose très bien, étant essentiellement liée à la volonté de continuer à contrôler l'islam indirectement. Ah, d'accord. D'accord, non, mais, non, mais pas pour les juifs. Il suffit de lire les exposés des préfets, les débats des conseils généraux, vous verrez comment dans le budget préfectoral ont voté, non pas des crédits pour la religion, pour le culte musulman ou le culte hébraïque, mais d'abord et avant tout pour le culte chrétien. Rien n'échappait à l'administration, pas même la religion. C'est pas les musulmans et les juifs, c'est d'abord et avant tout les chrétiens. Pas une pierre ne va se poser sans que l'administration n'apporte sa contribution. Ce qui n'était plus le cas en 1905 en France. C'est tout, moi. C'est sur cette base-là. Il suffit de lire les budgets préfectoraux. Et je ne parle pas du budget du gouverneur général. Attendez, j'ai pas répondu à monsieur. A posé plusieurs questions. Oui. Alors, monsieur a posé plusieurs questions difficiles à répondre. D'abord, selon moi, il n'y a pas vraiment de différence entre les Juifs du Maroc et les Juifs du sud-ouest de l'Algérie. Ce sont les mêmes familles. Et il y a eu des conversions, on le sait, à l'époque des Almohades forcées. Et on a les noms, les Kouenskali, tous ces noms-là. Il y a des traditions. Et à Fès, par exemple, nous savons que ces gens-là continuent à pratiquer le judaïsme en cachette, à tel point que, et là c'est un de mes étudiants qui m'a raconté, vous savez que pour faire une prière dans le judaïsme, il faut être 10. Et donc, on est allé prendre, ils se réunissent entre eux, ces personnes-là, c'est caché. Hein. Maintenant, on commence à en parler plus. Donc, ils ont été prendre un juif dans le Mélar pour qu'il puisse compléter la 10e personne. Donc, il existe des gens qui pratiqueraient un certain judaïsme. Alors, on a plus de documents ou de révélations au Maroc. En Algérie, c'est beaucoup plus difficile. Mais par contre, on sait qu'il y a des gens qui se disent d'origine juive et qui acceptent, et qui, en France, certains veulent intégrer la communauté juive parce que le juif, je m'excuse de le dire, est mieux accepté dans la société française que le musulman, tout simplement. Voilà. Bien. Voilà. Il est 25, oui. La pause c'est à 30 pour qu'on puisse reprendre à 17h. Alors, je ne sais pas si vous voulez sacrifier la pause. Non, quand même pas. On ne va pas jusque-là. Alors, il est bon. Ah oui, vous n'avez pas répondu. Oh là là. Ben oui. Excusez-moi, hein, c'est machisme. Donc, les 5 minutes sont à Madame Diresh. Très vite. Non. Ah, je ne sais pas. Là. C'est parce que je voulais interrompre quelqu'un qui voulait prendre la parole. Juste pour répondre, est-ce que la naturalisation est plus grave que la conversion? Ce qui est intéressant, moi, pour ce que j'en sais, en tout cas pour la Kabylie, c'est que le converti, tant qu'il reste au village, tout se passe très bien. C'est-à-dire, il est encore dans sa cohérence culturelle, dans ses liens familiaux, lignagiers. Les problèmes, ils se posent quand il sort de sa région et qui s'installe ailleurs, dans les grandes villes algériennes ou les grandes villes tunisiennes ou après vers la France. Parce que là, il est directement confronté effectivement à d'autres modèles, comme je disais, des groupes qui sont identifiés, identifiables. Et il est évident que la conversion peut effectivement devenir synonyme d'infamie, ça c'est clair. Maintenant, il y a des tas de gens, des familles algériennes qui ont été naturalisées, mais qu'on ne savait pas qu'elles étaient naturalisées. On ne l'a su que beaucoup plus tard. On savait après, notamment à la fin des années 80, début 90, que hop, ils ont des papiers français, etc. Ben, voilà. Donc, la naturalisation est plus facile à cacher que la conversion, on va dire ça. D'autant plus que les convertis, quand ils se retrouvent à l'extérieur de leur milieu d'origine, finalement, c'est le prisme religieux qui va être définitoire dans leur identité. Et du coup, il y a une surenchère dans la pratique religieuse, quitte à friser la bigoterie, je dirais. Donc on va à l'église, on fait les signes de croix, on en fait des tonnes, voilà, pour s'affirmer là-dedans. Juste pour dire que si on prend l'exemple tunisien et qu'on voit justement les quelques dizaines de naturalisations qu'il y a eu de Tunisiens à la citoyenneté française, là, ça s'est très, très mal passé. Et là, effectivement, ça a été infamant parce que c'est allé très loin jusqu'au moment
ou quand certains naturalisés tunisiens sont morts, on a refusé de les enterrer. Ça a été très très grave dans les années 30, là, vraiment. Très vite, pour berbère kabyle, juste pour dire que berbère, c'est un terme générique pour désigner les populations dites autochtones du nord de l'Afrique qui remontent à la protohistoire, et kabyle, c'est une spécificité régionale du nord de l'Algérie, donc des berbères, donc ça, je vous apprends rien. Pourquoi la Kabylie? Tout simplement, je pense qu'au-delà de tout ce discours, je dirais, du mythe kabyle, je pense que la Kabylie a vraiment été, pendant la colonisation, je dirais, un terrain d'expérimentation. Pour des raisons objectives, la sédentarité, une densité de la population, proximité avec l'Algérois. Et donc, il y a toute une série d'expériences qui vont être tentées en Kabylie et qui génèrent d'ailleurs un paysage assez spécifique sur le plan administratif et qui a connu aussi des régimes d'exception, type d'organisation militaire, là aussi tentative d'évangélisation, une scolarisation plus précoce qu'ailleurs. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Donc, l'émancipation des Kabyles convertis, oui, certainement, c'est évident. C'est évident. Je disais tout à l'heure, ils ont bénéficié d'un dispositif scolaire performant et ça leur a permis effectivement d'occuper des fonctions qu'aucun de leurs compatriotes n'a occupées, qui n'a pas été converti. Et donc, on a eu une expérience de l'acculturation très précoce, assimilation. L'exemple le plus connu, c'est, je vous renvoie au livre d'Albert Memmi dans La statue de sel, quand il décrit son professeur de français, qui est en fait Jean Amrouche, et il le décrit, on ne sait pas, évidemment il ne dit pas Jean Amrouche, mais où pour lui c'était vraiment la quintessence de la culture française, où il le décrivait. Enfin bon, on a affaire effectivement au prototype de l'assimilé, je dirais presque caricatural, ça c'est clair. Juste résistance plus forte du judaïsme. Alors là, écoutez, il faut s'adresser aux historiens des religions. Je ne suis absolument pas compétente pour parler de ça. Juste que le christianisme, le nord de l'Afrique a été christianisé dans les colonies romaines. Donc on ne peut pas parler de christianisme de fond. Et bon, là, je vous renvoie aux travaux de spécialistes, notamment de Gabriel Camps, qui a fait dans Encyclopédie berbère, dans l'article christianisme, qui fait le point là-dessus. Et puis pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, évangélisation par le modèle, oui, bien évidemment, puisque nous, enfin en tout cas en ce qui concerne l'Algérie, le tournant est dans les années 30 et la conversion par les politiques d'évangélisation un peu agressives, un peu offensives, bon, on laisse tomber parce que... juste pour dire qu'il n'y a pas eu que la Kabylie dans la tête des Pères Blancs, les oasis sahariennes, le mont Touareg a donné lieu à des délires absolument incroyables. C'est pas resté longtemps parce que la première expédition missionnaire s'est faite tuer, donc ils ne sont pas restés longtemps. Mais ils se sont installés dans les oasis sahariennes, Tougourt, Ain Salah, Biskra. Ils ont fait venir des orphelins qui avaient été, comment je dirais, affranchis, puisque n'oubliez pas que l'Algérie était quand même le promoteur de la campagne anti-esclavagiste de l'Afrique subsaharienne, et on faisait revenir des petits orphelins affranchis, des petits orphelins noirs, installés dans les postes missionnaires, donc des oasis algériennes, qu'on catéchisait, éduquait, et il y avait tout un discours sur cette élite chrétienne noirs, indigènes, qui seraient les futurs médiateurs. Enfin bon, il y a tout un truc là-dessus. Donc bon, voilà. Merci. Bien. Et ben alors,